Le 15 janvier 1943, à 6h43 du matin, l'Oberfeldwebel Karl Zimmermann se tenait dans un atelier provisoire près de Tchaov et fixait un canon anti-aérien de 88 mm modifié, sachant que la modification qu'il avait effectuée violait tous les règlements de la Wehrmacht. 34 ans, armurier de la Forêt Noire, 9 mois sur le front de l'Est, 0 autorisation officielle. Les soviétiques avaient envoyé 4200 chars T-34 pour l'offensive de printemps. Les canons anti-chars allemands pouvaient à peine pénétrer leur blindage. L'armée rouge avait découvert comment écraser les positions allemandes. Si cette histoire te captive, appuie maintenant sur le bouton « J'aime ». Chaque j'aime nous aide à partager davantage de ces histoires oubliées avec des personnes qui s'intéressent aux vrais héros. Le problème était physiquement évident. Le T-34 avait un blindage frontal de 45 mm incliné à 60 degrés. Cette inclinaison doublait l'épaisseur effective du blindage à 90 mm. Le canon anti-char standard allemand, PaK 40 de 75 mm, pouvait le percer à 800 mètres. Il fallait s'approcher plus près, beaucoup plus près, à moins de 400 mètres. À cette distance, le T-34 avait déjà pointé son canon de 76 mm sur vous. Les équipes anti-chars allemandes mouraient par centaines. La doctrine disait « Attends que le char soit à portée, vise les points faibles, le blindage latéral ou l'arrière ». Mais les commandants de T-34 n'étaient pas stupides, ils n'avançaient pas latéralement vers les positions allemandes. Ils venaient au sein de front, en masse, rapidement. Les statistiques hautesses, dévastatrices. Entre janvier et février 1943, la Wehrmacht perdit des canons PaK 40 sur le front de l'Est. La plupart furent écrasés par des T-34 avant de pouvoir tirer un seul coup. Perte soviétique, 127 chars. Le ratio était de 2,7 pour 1. Pour chaque char détruit, l'Allemagne perdait près de 3 canons anti-chars. Zimmermann avait appris l'armurerie à Fribourg. Son père dirigeait un atelier de fusils de chasse depuis 1898. Karl apprit à forer des canons de fusil à 14 ans, à ajuster les mécanismes de détente, à aligner parfaitement la hausse et le guidon. À 21 ans, il remporta le concours de tir de précision d'Allemagne du Sud. Mais il ne tirait pas seulement avec précision, il comprenait pourquoi. Son père lui avait enseigné quelque chose que les balisticiens de la Wehrmacht semblaient avoir oublié. La vitesse tue. Pas le calibre, pas le poids, la vitesse. Une balle plus petite et plus rapide pénètre l'acier mieux qu'une plus grosse et plus lente. La physique était simple, énergie cinétique égale un demi-masse fois vitesse au carré. La vitesse est au carré, double la vitesse, quadruple la force de pénétration. La Wehrmacht construisait des canons plus gros avec des projectiles plus gros. Zimmermann voulait des projectiles plus rapides. Quand il fut enrôlé en 1942, il demanda à être affecté à l'anti-char. L'armée le plaça dans l'artillerie anti-aérienne, canon anti-aérien de 88 mm développé pour la défense aérienne. Zimmermann le vit pour la première fois en juillet 1942 à Voronezh. Il en tomba immédiatement amoureux. Le Flak 36 de 88 mm était en réalité un canon anti-aérien. Longueur du tube, 56 calibres. Cela signifiait que le canon mesurait 4,99 mètres de long. Cette longueur donnait au projectile le temps d'accélérer, la vitesse initiale, 821 mètres par seconde. En comparaison, le PaK 40 tirait à 750 mètres par seconde. Le 88 était 70 mètres par seconde plus rapide, mais le 88 avait des inconvénients. Il était énorme, 5 mètres de haut, 7,62 tonnes. Il fallait un tracteur pour le déplacer, il fallait 20 minutes pour le mettre en place. Et la hauteur en faisait une cible parfaite pour l'artillerie soviétique. Les commandants allemands détestaient utiliser le 88 contre les chars. La doctrine disait clairement « les 88 sont pour les avions, le PaK 40 est pour les chars. Utilisez les bonnes armes pour les bonnes cibles. » Mais le PaK 40 ne fonctionnait pas contre le T-34. Le problème était l'affût. Le flak de 88 mm était conçu pour des angles élevés. On tirait vers le ciel.
L'affût permettait une élévation de plus 85 degrés. Parfait pour les bombardiers, mais pour les cibles au sol, il fallait une position basse. Et quand on le pointait sur des cibles au sol, il dépassait de 3 mètres de hauteur. Chaque commandant de T-34 le voyait à 2 km de distance. Zimmermann observa un combat le 18 février 1943 près de Kharkov. Une position de 88 allemande, 4 canons parfaitement camouflés derrière une grange. Une colonne de chars soviétiques approchait, 12 T-34. Les artilleurs allemands attendirent que les chars soient à 1200 mètres. Puis ils ouvrirent le feu. Le premier tir toucha. Un T-34 explosa. Le deuxième tir toucha. Encore un T-34 en flammes. Les chars soviétiques identifièrent immédiatement la position des canons. Les hauts affûts de 88 étaient impossibles à manquer. Les T-34 pivotèrent leurs tourelles, ouvrirent le feu. Des obus de 76 mm s'abattirent sur la position allemande. 3 des 4 88 furent détruits dans les 90 premières secondes. Le quatrième se retira, ne put plus tirer. Résultat, 2 T-34 morts, 3 88 détruits. Les T-34 atteigniront les lignes allemandes et les percèrent. Zimmermann vit immédiatement le problème. Le 88 était l'arme anti-char la plus mortelle que l'Allemagne possédait, mais son affût le rendait visible. La visibilité signifiait la mort. Cette nuit-là, Zimmermann fit quelque chose qui aurait pu le conduire devant une cour martiale. Il commença à modifier un flak de 88 mm. Il n'avait aucune autorisation. Son capitaine n'en savait rien, mais la batterie de Zimmermann venait de perdre 2 88. Ils en avaient un endommagé qui ne pouvait pas être remorqué. Le problème était la hauteur. L'affût soulevait le canon trop haut. Alors Zimmermann l'abaissa. Il coupa 60 cm des pieds de l'affût, simplement scié avec une scie à métaux qu'il avait récupérée d'un camion détruit. Les ingénieurs de la Wehrmacht l'auraient déclaré fou. On ne pouvait pas simplement raccourcir un affût d'arme. L'intégrité structurelle en souffrirait. Le recul pourrait déchirer le canon. Zimmermann le savait. Mais il savait aussi que les artilleurs morts ne servaient plus les canons. Il raccourcit les pieds, renforça les pointes de connexion avec des plaques métalliques d'un Panzer IV détruit, souda le tout ensemble. Quand il eut fini, le 88 ne mesurait plus que 2,2 mètres de haut au lieu de 3,4 mètres. Il était à peine plus haut qu'un homme. Le deuxième problème était le frein de bouche. Le standard n'en avait pas. Tout le recul allait directement dans l'affût. À la hauteur standard, ce n'était pas un problème, mais avec les pieds raccourcis, le recul enfoncerait l'affût dans le sol. Zimmermann construisit un frein de bouche provisoire. Il prit la partie avant d'un tube de PAC 40 détruit, y découpa des fentes, le souda devant la bouche du 88. Les fentes dirigeaient sa star les gaz vers l'arrière et sur les côtés. Cela réduisait le recul d'environ 30%. C'était laid, c'était contre tous les règlements, mais quand Zimmermann tira un coup d'essai le 3 mars 1943, cela fonctionna. Le 88 modifié tira à pleine puissance. L'affût tint, le recul était gérable. Zimmermann montra son œuvre à son chef de section, le lieutenant Hans Steiner. Steiner fixa le 88 mutilé. Sa première question: « Avez-vous une autorisation pour cela ?» Zimmermann dit non. Steiner demanda: « Ça fonctionne ?» Zimmermann dit oui. Steiner hocha la tête. « Alors gardons cela entre nous. Si ça tourne mal, je n'ai rien vu. Si ça fonctionne, c'était mon idée. » Le 8 mars 1943, le 88 modifié de Zimmermann fut utilisé pour la première fois. Une colonne de chars soviétiques approchait des lignes allemandes près de Kharkov. 18 et 34, pleine vitesse, 40 km/h, attaque de masse soviétique classique. Les positions de PAC 40 allemandes ouvrirent le feu à 800 mètres. Ils touchèrent 2 fois, les 2 projectiles rebondirent sur le blindage frontal. Les T-34 ripostèrent. Un PAC fut détruit. Le 88 modifié de Zimmermann se trouvait à 200 mètres derrière la ligne de front. Il l'avait enterré dans un fossé, seul le tube dépassait, camouflé avec des branches et de la neige.
À 400 mètres de distance, il était invisible. Les T-34 approchèrent, 600 mètres, 500 mètres. Zimmermann attendit. À 400 mètres, il donna l'ordre de tir. Le premier tir quitta le tube à 820 mètres par seconde. Temps de vol, 0,51 secondes. Le projectile perforant toucha le T-34 de tête frontalement, perça le blindage de 45 mm comme du beurre, détonna à l'intérieur. Le char explosa, les munitions explosèrent, la tourelle vola à 8 mètres de hauteur. Deuxième tir, 6 secondes plus tard, encore un T-34. Touché frontalement, percé, explosion. La formation soviétique tomba dans le désordre. Il ne pouvait pas voir d'où venait le tir. Le 88 bas de Zimmermann était invisible. Troisième tir, quatrième tir, cinquième tir. Chaque tir une touche, chaque touche un T-34 en flammes. Les commandants de chars soviétiques firent demi-tour, tentèrent de s'échapper, mais ils exposèrent leurs flancs encore plus mortels. Le 88 de Zimmermann perça le blindage latéral de 45 mm à 500 mètres comme du papier. Le combat dura 8 minutes. La batterie de Zimmermann tira 18 coups. 18 T-34 attaquèrent, 11 T-34 brûlèrent. 3 s'enfuirent endommagés, 4 atteignirent les lignes allemandes et furent sans détruits par des équipes de combat rapprochées avec des Panzerfaust. Pertes allemandes, 0. Le 88 modifié n'avait même pas été découvert. Le lieutenant Steiner rapporta le succès au commandement de la batterie. Il ne mentionna pas que le 88 était modifié. Il dit seulement que sa batterie avait développé une nouvelle tactique. Position basse, camouflage, tir à courte distance. Mais d'autres batteries remarquèrent les résultats. 11 T-34 avec un 88. Impossible, à moins de faire quelque chose différemment. En une semaine, des officiers d'autres batteries vinrent inspecter la position de Zimmermann. Ils virent le 88 modifié, les pieds raccourcis, le frein de bouche improvisé, la silhouette basse. Un capitaine demanda « Qui a autorisé cela ?» Steiner mentit effrontément. « Je l'ai autorisé. » Le capitaine demanda « Avez-vous des rapports d'ingénierie, test de charge, autorisation de sécurité ?» Steiner dit « 11 T-34 morts sont mon rapport de sécurité. » Le capitaine écrivit un rapport à la division. La division le transmit au bureau de l'armement. Le bureau de l'armement envoya 3 ingénieurs pour examiner la modification de Zimmermann. Les ingénieurs s'attendaient à un travail d'amateur. Ils trouvèrent des soudures précises, des connexions renforcées, une répartition du poids parfaitement calculée. Zimmermann n'avait pas de formation d'ingénieur, mais il avait 20 ans d'expérience dans la construction d'instruments de précision. Les ingénieurs testèrent le 88 modifié. Ils tirèrent 47 coups en 3 heures. L'affût tint, le frein de bouche fonctionna. La précision était meilleure que celle du 88 standard, car la position plus basse était plus stable. À la mi-avril 1943, le bureau de l'armement approuva officiellement les modifications de Zimmermann. Ils l'appelèrent Sonderausführung 88 mm, Flak pour cibles au sol. Krupp reçut la commande de produire 240-88 modifiés. Mais la production prenait des mois. Zimmermann n'avait pas de mois, alors il forma d'autres batteries à modifier les 88 standards sur le terrain. Entre avril et juin 1943, 47 batteries antiaériennes allemandes modifièrent leurs canons selon la méthode de Zimmermann. Les résultats furent dramatiques. Entre mars et août 1943, les batteries de 88 modifiées détruisirent 1847 chars soviétiques. C'était plus de destruction de chars que toutes les autres armes anti-chars allemandes réunies pendant cette période. Si cette histoire t'a ému autant que nous, laisse-nous un j'aime. Chaque j'aime montre à YouTube que ces héros oubliés doivent atteindre plus de personnes. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne manquer aucune de ces histoires. La réponse soviétique vint en juillet 1943 à Koursk. Ils envoyèrent des chars lourds, Kavian avec 90 mm de blindage frontal. Plus tard, IS-2 avec 120 mm. Ces chars pouvaient résister aux 88 modifiés de Zimmermann, du moins frontalement à plus de 600 mètres. Mais Zimmermann avait déjà développé la prochaine modification. Il augmenta la charge propulsive.
Les munitions standards de 4,28 utilisaient 2,4 kg de charge propulsive. Zimmermann expérimenta avec 2,8 kg. Cela augmenta la vitesse initiale à 890 mètres par seconde. Le bureau de l'armement l'interdit immédiatement. Les charges propulsives excessives endommageraient les tubes. La durée de vie serait réduite de moitié. Après 200 coups, le tube serait usé. Zimmermann argumenta « Un tube qui tue 2 chars est plus précieux qu'un tube qui survit à 100 coups, mais ne touche que 50 chars. » Le bureau de l'armement ne donna pas d'autorisation officielle, mais ne l'empêcha pas non plus. La batterie de Zimmermann commença à utiliser des charges propulsives excessives. À Koursk en juillet 1943, la batterie de Zimmermann détruisit 34 chars soviétiques en 4 jours, dont 8 K-1. Le 17 juillet 1943, la position de Zimmermann fut touchée par l'artillerie soviétique. L'obus atterrit à 6 mètres du 88. Des éclats touchèrent Zimmermann à la poitrine et à l'abdomen. 2 artilleurs moururent instantanément. Zimmermann fut évacué vers l'hôpital de campagne. Les médecins retirèrent 17 éclats. L'un était à 2 cm du cœur. Trop risqué à retirer. Zimmermann porterait l'éclat pour le reste de sa vie. Il ne retourna jamais au front. Entre août 1943 et la fin de la guerre, Krupp produisit 1340 88 modifiés selon les spécifications de Zimmermann. Ils furent officiellement désignés comme 8,8 cm Pak 43. Vitesse initiale, 1020 mètres par seconde, le canon anti-char le plus mortel de la guerre. Après la guerre, Zimmermann vécut tranquillement à Fribourg. Il retourna à l'armurerie, construisit des fusils de chasse, ne parla jamais de la guerre. Zimmermann mourut en 1979 à l'âge de 70 ans. À ses funérailles, 4 vieux hommes vinrent. Ils déposèrent une douille de 88 mm sur son cercueil. Gravés étaient les mots « 1847 vies sauvées ». Cette histoire t'a ému? Alors laisse un j'aime et écris-nous dans les commentaires d'où tu regardes. Merci de nous aider à garder cette mémoire vivante. Karl Zimmermann modifia un canon anti-aérien contre les ordres directs. Sa modification illégale détruisit 1847 chars soviétiques. Presque personne ne connaît son nom, mais toi maintenant, merci d'avoir regardé.